Merci Michel Geoffroy. Je ne connaissais pas l'expression le moulag et je la trouve excellente. Je crois que je me l'approprierai à l'occasion pour la répéter. Le moulag, vous avez compris que c'est un croisement de mou et de goulag. Alors il me revient maintenant de continuer ces rencontres du Carrefour de l'Horloge en répondant à la question: quel est le candidat de l'oligarchie ? Quel est le candidat de l'oligarchie ? Je sens que vous êtes tous dans l'incertitude absolue pour la réponse à cette question fatidique. Chers amis, depuis 1965, il y a eu 10 élections présidentielles au suffrage universel direct dans la Ve République. Sachant que la première, en 1959, a vu l'élection du général de Gaulle au suffrage indirect. Alors, dans toutes ces élections, dans toutes ces campagnes électorales, on a eu des confrontations extrêmement vigoureuses, des campagnes de presse violentes contre tel ou tel. Souvenez-vous, vous n'étiez pas tous nés à cette date-là, mais vous pouvez en avoir entendu parler, de l'affaire des diamants de Bokassa, qui a été remis à Giscard. Ça a coûté, je pense, la victoire qui était annoncée pour le sortant Valéry Giscard d'Estaing, et qui a été battu, comme vous le savez, en 1980 par François Mitterrand. Mais jamais on n'avait vu deux éléments absolument nouveaux que nous avons en 2017. Premièrement, une uniformité médiatique quasiment totale au profit d'un seul candidat. Et deuxièmement, l'intervention massive d'une justice partiale et orientée dans la campagne électorale. Jusqu'à présent, la justice, les juges, avaient une règle de respect vis-à-vis des élections, de séparation des pouvoirs. Ils s'abstenaient de lancer des procédures pendant une campagne électorale. Sachant du reste que théoriquement, aux yeux des juges eux-mêmes, ces procédures sont parfaitement déplacées, puisque la présomption d'innocence fait qu'en principe, on ne devrait pas considérer que le candidat qui est poursuivi est coupable. Alors, je crois qu'il y a un plan. Et il y a un plan qui comporte une série de complots. Et ce plan de l'oligarchie est conçu pour faire élire M. Emmanuel Macron, président de la République. Et cela, on n'a jamais vu un phénomène pareil dans notre pays. Le scénario est très simple. Il s'agit de faire en sorte qu'Emmanuel Macron soit opposé au second tour à Mme Marine Le Pen, sachant que dans ces circonstances, il sera certainement élu. Je n'insiste pas sur l'analyse de la situation, mais je vous assure que je ne fais pas un vœu. Le pronostic est certain. En cas de duel de ce genre, Marine Le Pen sera forcément battue au second tour. Alors le plan lui-même, je vais décrire ce plan qui se déroule en 4 chapitres. Le premier chapitre consiste à faire monter Macron, à faire la promotion du candidat Macron. Alors, c'est à première vue très surprenant. On a affaire à un candidat qui, au départ, n'a pas de parti, n'a pas de mandat électif, n'a pas d'expérience électorale et n'a pas un très grand charisme, ni un véritable talent oratoire. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi. Alors, la propagande médiatique est telle qu'on vous le présente, premièrement, comme un candidat anti-système, deuxièmement, comme le candidat de l'alternance. Alors moi, j'ai envie de dire, plus le mensonge est gros, plus il passe. Est-ce possible ? Alors, candidat anti-système, regardez la carrière d'Emmanuel Macron. Il a commencé par faire des études classiques, si l'on peut dire. Il a fait l'Institut des études politiques de Paris, Sciences Po. Bon, vraiment le contraire du système. Hein. L'ENA, l'inspection des finances, la banque Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, après 2012,
et ensuite ministre de l'économie. À votre avis, il est tout à fait hors système? Non, mais je veux dire, on peut difficilement faire plus dans le système que lui, objectivement. Donc c'est énorme de le présenter comme un candidat anti-système. Deuxièmement, vous le présentez comme le candidat de l'alternance. Alors c'est vrai qu'il n'a plus sa carte du Parti socialiste, mais il l'a eu. En 2012, pendant la campagne électorale victorieuse de François Hollande, M. Emmanuel Macron était son conseiller pour les affaires économiques. Ensuite, après l'élection de François Hollande, Emmanuel Macron était secrétaire général de la présidence de la République pendant 2 ans, chargé des questions économiques. Et après un intérim de 2 ou 3 mois, il est devenu ministre de l'économie jusqu'au 30 août 2016, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la fin. Donc qui mieux que lui incarne le bilan économique de François Hollande? C'est lui qui a fait la politique économique, qui l'a inspiré. C'était lui la tête pensante de François Hollande pour l'économie. Comment peut-on le présenter comme un candidat d'alternance? Alors, comme il a appris la formule bien connue des politiques que Mitterrand répétait après le cardinal de Retz, et après une formule qui est due à Oxenstierna, le ministre de la reine Christine, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses détriments en politique. Et qu'à son détriment. Et donc, Emmanuel Macron a retardé le plus longtemps possible son programme, l'énoncé de son programme. Et ensuite, il a fait un programme extrêmement flou, mais qui, pour l'essentiel, lorsqu'il n'est pas totalement flou, consiste à continuer ce qui a été fait avant. C'est normal parce que c'est lui qui le faisait. Et c'est essentiellement économique. Je vous précise d'ailleurs que cet important candidat ne traite pas tous les sujets dans son programme. Il ne dit pas un mot de l'immigration. Pour lui, l'immigration n'est pas un sujet. Il ne dit rien sur le sujet. Alors, l'opération consistant à faire monter Macron consiste évidemment à le présenter pour ce qu'il n'est pas, comme un candidat anti-système alors qu'il est complètement du système, comme un candidat de l'alternance alors qu'il représente le bilan de François Hollande, et à le faire monter de manière artificielle par une présence médiatique constante. Le cas extrême étant BFM TV, qui accorde autant de temps à Macron qu'à tous les autres candidats. Sachant que BFM TV appartient à Patrick Drahi, lequel Patrick Drahi a pu racheter SFR, grâce à qui? Grâce à M. Macron, ministre de l'économie. Et donc il lui renvoie l'ascenseur. Sachant que M. Montebourg, qui précédait M. Macron comme ministre de l'économie, avait refusé cette opération de rachat de SFR par M. Drahi, qui à l'époque était propriétaire uniquement de Numéricable. Alors, le deuxième chapitre de l'opération, c'est abattre François Fillon. Alors, je dois dire que vous pouvez penser ce que vous voulez de François Fillon et des choses qui lui sont reprochées, mais on n'a jamais vu une telle machination s'opérer de cette manière-là. Bon. Article du Canard enchaîné, je crois que c'est vers le 20 janvier. Le lendemain, le parquet national financier s'empare de l'affaire et ouvre une enquête. Le lendemain. Bon. Pour vous montrer combien c'est étonnant, non seulement on est en campagne électorale, mais il n'a pas procédé ainsi, ce parquet national financier, pour M. Macron. Alors, M. Macron a au moins 3 affaires qu'on pourrait lui reprocher. D'abord, il y a l'affaire, je commence par la moins grave, enfin la moins grave, je n'en sais rien, les fameux frais de bouche, ce n'est que 120 000 €. Il est accusé d'avoir utilisé les 120 000 € de dépenses de représentation du ministère de l'économie pour assurer sa campagne électorale. Bon. Il faudra regarder d'un peu plus près. Parce que si c'est vrai, c'est du détournement de fonds publics. Secondo, alors là c'est plus clair, là il n'y a aucune ambiguïté. Las Vegas. Las Vegas. Vous savez, c'est quelque part aux États-Unis le paradis du jeu. Et donc M. Macron, ministre de l'économie, a organisé un événement en faveur des jeunes pousses du numérique française. Et il a, pour cet événement, passé un marché de 350 000 € avec une société, sans respecter les règles des marchés publics. Alors, les anciens fonctionnaires qui sont là savent que ça s'appelle le délit de favoritisme. Donc le délit de favoritisme est évidemment constitué. Mais le parquet national financier a dit qu'il attendait de voir si ça valait la peine de faire une enquête. Mais la différence de traitement. Alors, je dis qu'il y avait 3 affaires, mais en fait, on pourra en parler de 4 d'ailleurs. La troisième affaire, alors là, c'est quand même sidérant. J'ai vu ce matin dans le Figaro, et c'était encore dans Le Monde cet après-midi,
la déclaration de patrimoine du candidat Macron à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Il déclare fortune nette de 300 000 euros. Alors, on dirait que c'est pas si mal que ça, 300 000 euros. Le seul problème, c'est que M. Macron a gagné, entre 2010 et 2012, 3 millions d'euros environ. 3 millions d'euros. Alors, je veux bien que l'État, par les impôts, lui ait pris 1 million d'euros. Bon, admettons. Qu'a-t-il fait des 2 millions d'euros restants? Alors, les méchantes langues, dont je ne suis pas, disent que quand on est passé par la banque Rothschild, on connaît les circuits qui permettent de mettre son argent à l'abri du côté des îles Caïmans. Parce que Panama, ça a eu payé, mais maintenant, c'est les îles Caïmans, c'est mieux. Je n'en sais rien, mais en tout cas, le minimum voudrait que M. Macron s'expliquât sur ces 3 millions d'euros qui ont disparu. Où sont passés, M. Macron, vos 3 millions d'euros? Vous devez rendre compte, vous êtes candidat, vous devez rendre compte aux électeurs de ce que vous avez fait. Et ce qui est alors très frappant de ce que j'appelle l'uniformité médiatique, c'est que la presse n'en parle pas. Dans le monde d'aujourd'hui, daté de demain, puisque vous le savez, dans le monde tout est faux, y compris la date, eh bien, ouais, c'est une vieille blague que j'aime bien ressortir de temps à autre. Donc, on donne son élément de patrimoine, mais on ne dit pas un mot de la bizarrerie de cette modicité. Alors, bon, voilà. La quatrième affaire, qui est quand même extrêmement grave, c'est qu'il a permis à M. Drahi de faire une plus-value de 14 milliards d'euros, et qu'aujourd'hui, on est en plein conflit d'intérêts, puisque M. Drahi met à son service toute la presse dont il est propriétaire, notamment l'Express et BFM TV. Alors, est-ce que le terme de corruption s'applique? À mon avis, oui, mais je vous en laisse juge. Alors, pour abattre le François Fillon, je vous dirais franchement, si j'avais été élu député, j'aurais recruté ma femme comme attachée parlementaire. Voilà. Et je trouve absolument scandaleux qu'on reproche, même au pauvre Leroux, de faire travailler ses enfants. Nous sommes dans une telle logique anti-famille qu'il devient choquant de travailler avec sa famille. Mais attendez, la France, pays de paysans, en France, pays de paysans, le mari et la femme ont toujours travaillé ensemble. Ils ont fait travailler leurs enfants. Moi, je me rappelle, j'avais reçu François Guillaume à Radio Courtoisie, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui expliquait qu'à l'âge de 7 ans, travail des enfants, il travaillait à la ferme. Et il ne se plaignait pas du tout, il trouvait ça très bien. Donc, je crois que c'est mon ami Pierre Milan qui citait cette formule du Quai d'Orsay autrefois, qui disait, mais les ambassadrices, ce sont des collaboratrices bénévoles du Quai d'Orsay. Alors, parce qu'elles sont femmes d'ambassadeurs. À l'époque, les ambassadeurs étaient tous des hommes. Il y a 20 ans, mettons. Et donc, elles ont un travail de représentation. Donc, une femme de députée, forcément, a une mission de représentation. Alors qu'elle soit simplement chargée de répondre au téléphone. Autrement dit, en un mot commençant, je considère que l'accusation portée contre M. Fillon à propos de l'emploi dit fictif de sa femme est une accusation mensongère et qu'elle ne tient pas. Mais de toute façon, le fait d'avoir lancé cette opération en pleine campagne électorale est un scandale absolu. M. Fillon a employé sa femme comme attachée parlementaire, comme l'ont fait avant lui, et actuellement encore des dizaines et des centaines de parlementaires, députés ou sénateurs. Et on n'a engagé d'action que contre lui au moment de la campagne électorale. C'est absolument invraisemblable. Invraisemblable. Donc on a bien une action judiciaire qui est politisée, sachant que le parquet national financier n'est pas le parquet ordinaire. C'est un organisme d'exception qui a été créé après l'affaire Cahuzac et dont le président, Mme Édith Houlette, a été nommé par M. Hollande, président de la République, sur recommandation de Mme Taubira. Vous voyez que c'est certainement quelqu'un qui est tout à fait à droite, probablement, sur le plan politique. Donc la deuxième opération vise à abattre François Fillon, et la campagne qu'il appelle machination, qui est menée contre lui, est très clairement un complot, une machination. Troisièmement, c'est moins évident, mais c'est vrai aussi, il s'agit de marginaliser Benoît Hamon. Parce que pour que Macron soit au second tour, il ne faut pas qu'Hamon réussisse à rameuter. Macron n'était rien au départ. Le candidat du Parti socialiste, c'est Benoît Hamon, qui a gagné les primaires. Donc la logique aurait voulu qu'il eût un espace médiatique assez important pour qu'il pût ensuite rassembler les électeurs de gauche, qu'il aurait pris évidemment à Macron.